Salut à tous, bienvenue dans cette config du mois de juillet 2016. Alors ce mois-ci, comme config du mois, je suis parti sur un gros budget parce que bon, on a les processeurs Intel Extreme Edition de 6ème génération, donc à partir de l'architecture Broadwell E qui sont sortis ce mois-ci, donc des processeurs très puissants mais également très chers. Donc je vais en mettre un aujourd'hui dans la config du mois. On a les GTX 1070 et 1080 qui sont déjà sortis le mois dernier, mais qui bien sûr toujours d'actualité, elles viennent de sortir, donc ça n'empêche pas. Le mois dernier, j'avais fait une config à base de GTX 1070. Eh bien, ce mois-ci, nous allons faire une config à base de GTX 1080. Alors, si vous êtes fan de PC quand même avec des budgets un petit peu plus réduits, puisqu'ici, ce mois-ci, j'ai pris un budget très large de 2150 euros, donc ce qui est énorme, bien évidemment, mais c'est vraiment pour se faire plaisir. Tout le monde n'a pas un PC comme ça, j'en conviens. Le mois prochain, on va partir sur une configuration à base de GTX 1060, puisque la GTX 1060 est sortie. Donc on devrait avoir un budget aux alentours des 800-900 euros. Donc ça devrait quand même être un peu plus raisonnable. Sachant qu'on peut faire encore plus cher, puisque je suis parti sur une GTX 1080. Mais aujourd'hui même, jour où j'enregistre cette vidéo, Nvidia a dévoilé la GTX Titan X Pascal. Donc c'est la nouvelle Titan, donc elle s'appellera Titan X mais avec Pascal derrière, donc qui remplace l'ancienne Titan X. C'est une carte qui est basée sur l'architecture Pascal en 16 nanomètres. Bon, je ne vais pas vous faire le détail de la carte aujourd'hui, enfin maintenant, mais en tout cas le prix de la carte est estimé à environ, on ne sait pas encore, mais on estime à 1400-1500 euros chez nous en France pour le prix d'une seule carte graphique, donc d'une seule Titan Pascal, enfin Titan X Pascal. Donc 1500 euros l'unité, ça fait un peu cher. Donc on va dire 700-800 euros d'une 1080 à côté, c'est encore un prix raisonnable. Donc bref, là on part complètement dans la démesure, ça devient n'importe quoi, mais c'est pas grave. Donc c'est parti pour cette config du mois de juillet 2016 avec un budget de 2150 euros qui est plutôt raisonnable. Enfin plutôt raisonnable, plutôt large j'ai envie de dire. Donc on part tout de suite avec le processeur. J'ai choisi le Core i7 6800K. Donc le Core i7 6800K fait partie des 4 Core i7 qui ont été dévoilés récemment par Intel. Donc c'est le remplaçant du Core i7 5820K. Donc on est sur un hexacore, un processeur avec 6 cœurs. 6 cœurs donc logiques, donc ce qui nous fait 12 cœurs virtuels. On est sur du socket 2011 V3 compatible avec le chipset X99. Donc c'était le cas comme c'était le cas des anciens processeurs de génération 5000 en Extreme Edition. Donc on est sur une architecture Broadwell E gravée en 14 nanomètres. Donc ça fait des processeurs qui sont quand même à jour. C'est un petit peu moins puissant en fait. Enfin l'architecture est un petit peu moins optimisée que Skylake. Mais le fait qu'elle soit gravée en 14 nanomètres avec des fréquences quand même assez hautes, ça rattrape largement. Et puis on a quand même 6 cœurs, donc on a une puissance plutôt sympa. Donc autrement, pour faire les caractéristiques, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à l'ancien Core i7 5820K. On a toujours un contrôleur DDR4 quad channel. On a donc, comme j'ai dit, 6 cœurs logiques et 12 cœurs virtuels. Des fréquences qui sont de 3,4 GHz de base, 3,8 GHz turbo. Et un TDP annoncé de 140 watts pour un prix de 490 euros. Alors c'est un processeur qui est plutôt cher, ça c'est sûr. Maintenant, si vous voulez faire des économies, rabattez-vous sur le Core i7 5820K. Donc on peut encore trouver pour environ 400 euros. Donc ça fait quand même une belle économie, sachant que vous perdrez quasiment rien en puissance. C'est des processeurs qui sont extrêmement proches. Par contre, c'est vrai que le 6800K a un mauvais rapport performance-prix par rapport au 5820K, puisqu'on gagne seulement, on va dire, 5% en moyenne de performance pour près de 80 euros en plus. Donc c'est sûr que c'est pas terrible. Mais bon, dans cette config du mois, on va se faire plaisir, on va prendre les dernières technologies. Mais voilà, c'est surtout une config du mois qui est là pour se faire plaisir. C'est sûr que ce n'est pas le rapport performance-prix le meilleur du monde. En carte mère, j'ai choisi la MSI X99A SLI+. Donc c'est une carte mère socket 2011 V3 avec un chipset X99, bien évidemment, parce qu'il faudra bien y caser notre processeur. Avec 4 slots de DDR4 qui monteront jusqu'à la DDR4 3333 MHz. On a 10 connecteurs SATA 6 gigabits seconde, on a 2 connecteurs PCI Express 16X câblés en 16X, plus 2 connecteurs PCI Express 16X câblés en 8X, donc un petit peu moins rapide. On a un port M2 qui est compatible avec le SATA et le PCI Express. On a même de l'USB 3.0, de l'USB 3.1, du gigabit Ethernet, de l'audio et tout le bazar. Et surtout, on a une carte mère qui a un design full black, donc ça pourra s'accorder avec finalement n'importe quel autre composant. C'est ça l'avantage de cette carte mère.
pour un prix qui est d'environ 280 euros. Alors sur une carte mère plutôt low cost, hein, puisque les cartes mères sur chipset X99 commencent, on va dire le prix d'entrée pour une carte mère neuve, c'est aux environs de 240 euros. Donc là, j'ai choisi une carte mère un peu plus chère à 280 puisque ça permet d'avoir un design un petit peu meilleur et des équipements, un petit peu plus d'équipements. Sachant qu'à 280 euros, on a quand même une carte mère qui est extrêmement bien équipée. Je veux dire, il manque rien à ce prix-là. C'est juste une question après de design surtout. Mais bon, c'est vrai que c'est pas une plateforme abordable, hein. Le X99, si vous voulez faire des économies, c'est pas la meilleure plateforme qui existe. Ensuite, la mémoire. Donc, je suis parti sur 4x4 Go de DDR4 2666 MHz. Donc, et j'ai pris de la HyperX Fury noire, donc le kit en 4x4. Donc, c'est de la mémoire. Donc, ça, bon, après la RAM, hein, vous êtes libre. Tout ce qu'il faut, c'est de la DDR4. Donc, j'ai pris de la DDR4 en 4x4. Donc 4 barrettes pour pouvoir remplir 4 slots de mémoire pour activer donc la fonction du dual channel, enfin avoir le double dual channel, le quad channel même. Donc ça c'est l'avantage, un des premiers avantages de prendre 4 barrettes de RAM et DDR4 2666 de manière à avoir des fréquences quand même un petit peu élevées parce qu'on a un processeur qui supporte les mémoires assez rapides. Donc autant en profiter et partir sur de la mémoire un petit peu rapide parce qu'on pourrait se contenter de DDR4 2133. Mais bon, prendre un processeur comme ça pour seulement de la DDR4 2133, bon, sachant que ça apporte pas grand chose en plus ni en moins, hein, c'est vraiment histoire de prendre de la bonne mémoire, quoi. Ensuite, la carte graphique, puisqu'il faut quand même en venir au composant principal. La carte graphique, donc j'ai choisi une GTX 1080 et j'ai pris la version de chez Zotac, la version AMP, donc avec le design de refroidissement, enfin le système de refroidissement AMP de chez Zotac, donc AMP, qui est un très bon système de refroidissement, qui d'ailleurs on commence à être habitué de Zotac puisque ça fait un moment qu'ils nous sortent leur carte graphique avec les versions AMP, avec les versions, enfin voilà, il y a plusieurs versions. Donc c'est des cartes graphiques qui sont très bonnes avec des fréquences qui sont de 1683 MHz de base, 1822 MHz turbo, donc c'est une carte graphique qui est quand même un petit peu overclockée, donc ça permet d'avoir des bonnes performances, sachant que ce n'est pas la version la plus boostée qui existe, ni la version la plus lente qui existe. Autrement, on a 8 Go de GDDR5X qui tourne à 10 GHz sur un bus de 256 bits, donc ça c'est traditionnel pour la GTX 1080. On a une compatibilité SLI, bi-écran, on peut faire la HD, la 4K et la VR sans problème. Pour les sorties vidéo, on a un DVI, 3 connecteurs DisplayPort et un connecteur HDMI. Sachant, attention quand même, qu'on a un DVI qui est de type D, donc c'est un DVI numérique. Donc vous ne pourrez pas brancher un écran VGA, ce genre de choses. Enfin, prendre une telle carte graphique, je veux dire, pour une 1080, il faut forcément passer par au moins de l'HDMI, j'ai envie de dire. Mais voilà, comment dire, Nvidia a terminé, hein, c'est fini l'époque où on avait encore un DVI-I qui était un DVI analogique sur lequel on pouvait encore brancher éventuellement un écran VGA si besoin. Et la carte nécessite 2 connecteurs PCI Express 8 pins comme pour être alimenté tout simplement. Ensuite, on va passer pour continuer au stockage. Donc comme d'habitude, j'ai pris un SSD plus un disque dur. En SSD, pour changer, j'ai pris un Corsair Force série LE en 480 Go. Donc ce sont les nouveaux SSD de chez Corsair. Donc ce sont des SSD à base de NAND TLC, donc de la NAND triple level. Donc on voit que la TLC se démocratise de plus en plus, hein. Au début c'était surtout Samsung, mais aujourd'hui on a donc Corsair qui s'équipe avec de la TLC. On a également Crucial qui fait des SSD à base de TLC, donc vous voyez ça s'étend un peu. Mais bref, donc on a un SSD de 480 Go, donc c'est plutôt comment dire, confortable, hein, comme capacité de stockage pour un SSD. Compatible 7 à 6 gigabits seconde, bien évidemment, avec des débits de 560 mégaoctets en lecture et 530 mégaoctets en écriture. Sachant qu'on a un SSD, bien évidemment, au format 2 pouces et demi. Voilà pour le Corsair Force LE. Alors c'est une gamme qui est relativement récente, hein, chez Corsair puisqu'ils ont été lancés il y a très peu de temps. Et surtout, ils sont à un prix plutôt abordable puisqu'on a 480 Go pour seulement 125 euros. Donc ça fait un rapport capacité-prix qui est quand même, on va dire, correct. Et puis à côté de ça, on va quand même prendre un disque dur. Donc pour ça, j'ai pris le Seagate Barracuda en version 2 Teraoctets. Donc le Seagate Barracuda. Alors attention à bien prendre les versions desktop HDD. Donc les versions qui sont faites pour les PC de bureau au format 3,5 pouces. En fait, il existe des disques durs qui sont spécial surveillance, spécial économie d'énergie, spécial NAS même. Mais ce sont des disques durs en fait qui généralement sont plus lents. En fait, ce qu'il faut voir sur un disque dur notamment, c'est les tours par minute. Le standard, c'est 7200 tours par minute. C'est le cas de ce disque dur.
Sachant que les disques durs un peu pour les NAS et tout le bazar, pour faire des économies et pour être plus fiables, tournent à 5400 tours par minute. Donc ce sont des disques durs qui sont plus lents et du coup bah, ça se ressent notamment au niveau des débits et au niveau de la réactivité du disque dur. Je vais y arriver. Donc c'est des disques durs qui sont que je vous recommande pas trop. Donc les Seagate Barracuda, les versions voilà, pour PC de bureau sont les meilleures. Sachant qu'on a 2 Teraoctets pour 77 euros, donc ça fait enfin 77 en moyenne, hein, parce qu'on peut trouver à moins cher, à plus cher. Donc 70 euros, 70 et quelques euros pour 2 Teraoctets, c'est quand même relativement correct. Ensuite, il va bien falloir une alimentation pour alimenter notre config. Pour ça, je suis parti sur une Be Quiet Straight Power 10 en version 600 watts. Donc c'est une alimentation semi-modulaire certifiée 80 plus Gold de chez Be Quiet. Donc on a une qualité de fabrication qui est très bonne, hein. On a des connecteurs plus qu'il n'en faut, puisqu'on a notamment, très important, 4 connecteurs PCI Express 6 plus 2. Donc on pourra mettre jusqu'à 2 GTX 1080 dans notre config grâce à cette alimentation. Donc ça, c'est un avantage. Puis voilà, une alimentation qui est quand même silencieuse, 80 plus Gold, donc on s'assure un rendement qui est quand même très correct. Semi-modulaire, ça permettra d'arranger quand même le câblage et d'avoir un PC quand même assez joli. Ensuite, on continue avec le boîtier, sachant que oui, petite quand même information à propos de l'alimentation, on la trouve pour environ 125 euros. À ce prix-là, on peut trouver d'autres alimentations intéressantes. J'ai pris la Be Quiet parce que bon bah voilà, il fallait bien en prendre une. Et c'est vrai que j'ai pas souvent favorisé, on va dire, Be Quiet dans mes configs du mois. Donc j'ai pris une Be Quiet, mais on peut trouver d'autres alimentations qui seront excellentes également. Oui, le boîtier, donc je disais, j'ai pris un Corsair Carbide Spec Alpha en version fenêtrée noir et argent. Vous pouvez voir les images en ce moment même. C'est un boîtier qu'on trouve pour 90 euros, donc qui est quand même relativement abordable, qui a un design qui est très original. C'est surtout pour ça que je l'ai pris. Surtout pour son design en fait. Parce qu'autrement, bon, il n'y a rien d'extraordinaire. On a un boîtier ATX, donc qui pourra accueillir les cartes mères jusqu'à le format ATX. On a autrement, du standard, quoi. On a 4 emplacements 2,5 pouces, 3 emplacements 3,5 pouces, pas d'emplacement pour mettre un lecteur CD par contre. Autrement, on a un ventilateur de 120 à l'arrière, 2 ventilateurs de 120 à l'avant et 2 ventilateurs de 120 en haut. Enfin, c'est les emplacements, hein, parce qu'il n'y en a que 3 de fournis sur les 5. Donc, il y en a 2 à l'avant qui sont fournis plus 1 à l'arrière. Et on pourra éventuellement en rajouter 2 autres sur le dessus de la carte mère. Voilà, donc on a un très bon boîtier qui d'ailleurs a une particularité, c'est de pouvoir accueillir les cartes graphiques jusqu'à 380 mm de long. Donc ça pourra faire rentrer quasiment toutes les cartes graphiques, ou on peut même quasiment dire hein, toutes les cartes graphiques. Tout ça avec un design qui est quand même assez original, quoi. C'est un boîtier qui sort un peu de l'ordinaire. Donc voilà, c'est pour ça surtout que je l'ai pris. Et puis on va finir avec le système de refroidissement parce que faut bien refroidir notre beau PC. Donc pour ça j'ai pris un Be Quiet, un Ventirad Be Quiet, donc le Dark Rock 3. C'est un très bon Ventirad de chez Be Quiet qu'on trouve pour 70 euros et qui a notamment un design qui est très beau puisqu'on est sur un Ventirad qui reprend des couleurs noires et argent. Donc ça s'accordera parfaitement avec le boîtier, la carte mère notamment. On a un ventilateur qui est un Silent Wings, je viens de voir ça. Donc c'est un Be Quiet, le ventilateur, c'est un Be Quiet Silent Wings, oui je vais y arriver, enfin le silence du vent quoi. PWM en 135 mm, c'est pas un 140, c'est un 135 et qui est extrêmement silencieux puisqu'il est donné pour 21,1 décibels maximum. Donc si ça c'est pas du silence, il faudra m'expliquer. Autrement, on a un ventirad qui contient 6 caloducs, donc ça fait quand même un beau ventirad et qui pourra dissiper jusqu'à 190 watts de TDP. C'est le TDP max qui est annoncé par Be Quiet. Donc ça passera largement avec notre Core i7 6800K et vous pourrez même éventuellement faire de l'overclocking. Voilà, donc c'était la config du mois de juillet 2016. Alors bon, c'était surtout pour se faire plaisir, hein, je vous le dis encore une fois, parce que 2150 euros, c'est vrai que c'est cher pour un PC. Mais bon, c'est vraiment une config qui est faite pour du gaming et puis éventuellement pour même des applications professionnelles, hein, faire de la 3D et tout le bazar. Il y en a hein, certains qui ont besoin de puissance assez élevée. Donc ce genre de PC, ce genre de config peut très bien convenir. Voilà, donc le mois prochain, on se retrouve avec une config, j'espère quand même un peu plus abordable. Enfin, il n'y a pas de raison, hein. Normalement les GTX 1060 sont sortis, donc pas de problème là-dessus. Donc une config beaucoup plus abordable puisqu'on ne devrait pas dépasser les 900 euros. Enfin, en tout cas, c'est le budget que je vais essayer de tenir.
Voilà, donc sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Et puis si vous avez des commentaires, bah, vous savez où les mettre. Voilà, salut à tous.